Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Jacques Delarosière. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là avec nous sur Boursorama, ancien directeur du FMI et ancien patron de la Banque de France, notamment de la Banque européenne aussi de reconstruction et de développement, ancien patron du Trésor. Ça nous mènerait loin dans la nuit s'il fallait refaire tout le CV. Vous publiez, merci d'être là avec nous, vous publiez Les lames de fond se rapprochent, c'est chez Odile Jacob. Une des premières lames de fond, on voit la couverture dont vous parlez, c'est le vieillissement démographique qui menace en France, mais pas seulement, la solvabilité des systèmes de pension et de retraite. Évidemment, la France n'échappera pas à cette donnée. Et pourtant, quand on écoute notre nouveau président de la République, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit à court terme, non. Ce n'est pas un problème de financement du système. Et donc, c'est pourquoi il a dit qu'il ne reporterait pas l'âge de départ à la retraite. C'est une erreur, selon vous, d'analyse de sa part, parce que ça vient en contradiction avec vos écrits. Enfin, si j'ai bien compris. Hein. Oui, le régime des retraites en France est à la fois très compliqué, mais aussi déséquilibré. C'est un de ceux qui, en Europe, prend le plus de la dépense publique. Et donc, je pense que c'est 1 à 2 points de plus. Je crois que de mémoire, c'est 1 à 2 points de plus que la moyenne en Europe. Oui, tout à fait. Et donc, c'est un système qui est cher pour la dépense publique. C'est un système qui est considéré par les Français comme assez inefficace et n'assurant pas l'avenir. Donc ce n'est pas un système qui est applaudi par la population. Et qui est anxiogène pour la population. Qui est anxiogène et qui se traduit au fil des ans, depuis pas mal d'années, par une baisse de ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport de la retraite par rapport à la dernière situation active. Donc je crois que c'est un vrai problème. Personnellement, et c'est là que je me dissocie du président de la République, je pense qu'on n'échappera pas à un recul de l'âge de la retraite à 65 ans. Parce que la considération est la suivante. Autrefois, au début des années 80, il y avait à peu près 4 ou 5 actifs pour un retraité. Donc si vous vouliez assurer 50%, disons, par la retraite de la dernière vie active de l'intéressé, on avait 5 personnes, on leur demandait 10% de cotisation à chacun de leurs revenus. Maintenant, on a 1 et quelques. Maintenant, on a 1,8. Ouais. Et donc, il faudrait demander 35% de cotisation à chacun, ce qui ne serait pas possible. Il y a un vrai problème là. Je trouve personnellement. Donc il y a une erreur de grille d'analyse, de lecture oui, parce que vous avez de la part du président Macron. Vous avez eu un ralentissement, si vous voulez, de la population active. Vous avez de moins en moins d'actifs pour payer les retraités dans un système de répartition. Ça, c'est une donnée qui, malheureusement, est inéluctable. Pour sortir de là, il y a 2 méthodes. Ou bien on réduit la pension, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, c'est-à-dire que le taux de remplacement se réduit. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, parce que, après tout, les gens qui ont travaillé sont légitimes à attendre une retraite qui ne font pas... Les taux de pension baissent, pardon, mais je l'apprends, les taux de pension baissent, mais c'est quoi, sur 20 ans, pas depuis 5 ans. Depuis 5 ans, les taux de pension n'ont pas baissé. Si vous prenez le taux de remplacement depuis 20 ans et maintenant, vous voyez qu'il est moins confortable. Et je pense qu'avec la démographie qui avance très vite, on va être obligé, si on croit qu'il ne faut rien toucher aux équilibres, on va être obligé de réduire le taux de remplacement, ce que je crois être une erreur. Et donc, Macron dit en tout cas. Alors l'autre solution, c'est d'augmenter les cotisations. C'est ce qu'on a fait depuis des années. Pas souhaitable non plus. Et c'est pas souhaitable parce que les entreprises, en fait, en France, ce sont les entreprises qui payent le système de la sécurité sociale et de la retraite, et elles sont accablées de charges sociales, parafiscales et fiscales plus élevées que celles de leurs voisines en Europe. Donc il reste l'âge de départ. Donc il reste l'âge de départ. Et je trouve que c'est légitime de se poser cette question-là. Parce qu'après tout, l'espérance de vie, elle a énormément augmenté. Maintenant, on vit jusqu'à 85, 87 ans. Avant, on vivait jusqu'à 70, Mais il est bien conseillé, 75. le président Macron. Pourquoi est-ce qu'il dit donc, que c'est pas un sujet aujourd'hui Alors que l'espérance de vie s'accroît si considérablement, je trouve qu'il est assez normal qu'on consacre 3 ans de plus, si vous voulez, après 62 ans, jusqu'à 65, de vie active pour financer le système de retraite. Je pense que c'est
juste sur le plan de la justice sociale, puisqu'on vit plus longtemps en bonne forme. Et deuxièmement, je pense que c'est plus juste du point de vue intergénérationnel, c'est-à-dire du point de vue de la solidarité. Demander toujours plus aux cotisants actifs qui sont de moins en moins nombreux, c'est une impasse. Et en même temps, pardon, je vous coupe, mais Jean Pisani-Ferry, qui est le grand architecte du programme de Macron, qui était là à votre place il y a quelques jours, il m'a dit « Mais attendez, vous vous trompez sur la question du financement. Les experts du corps, le Conseil d'orientation des retraites, ont montré qu'il n'y aurait pas de déficit majeur du système des retraites à horizon, horizon du quinquennat. » Sauf que je lui ai répondu, mais il n'avait pas trop envie d'en discuter, que les hypothèses, et vous confirmez ou pas que les hypothèses du corps sont hyper optimistes? Oui, elles sont très optimistes. On prévoit que le taux de croissance de la productivité sera de 1,5%, alors qu'il est très inférieur. Chômage à 7%. On prévoit, oui. Donc, je pense que le corps, je ne dirais pas qu'il s'est trompé depuis le début, mais il a lancé des messages très apaisants, très optimistes, basés sur des hypothèses qui se sont avérées inexactes. Et donc, c'est, à mon avis, la mauvaise référence. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a moins d'actifs pour payer les retraites dans un système de répartition. Et si nous voulons conserver un équilibre social et de solidarité dans le pays, il faut accepter l'idée qui n'est pas malthusienne, qui est une idée progressive ou progressiste, je ne sais pas, qui consiste à faire en sorte que le supplément d'espérance de vie qu'on a du fait de la médecine, des progrès, etc., qu'un peu de ce supplément, 3 années de ce supplément qui se calcule par plus de 10 ans ou 15 ans, soit consacré à la cotisation par les actifs qui cotiseraient un petit peu plus Donc longtemps. en tout cas, c'est une erreur de politique économique que de dire on ne touche pas aujourd'hui à l'âge de départ légal à la retraite. Je pense une erreur. Si vous voulez, si on substitue à ce que je dis et qui a eu le mérite de la simplicité et d'être compréhensible par les Français, si on substitue à un régime plus complexe qui est celui des points, en principe, on peut arriver à équilibrer le système de retraite. Il y a une baisse des pensions aussi. Mais c'est un système qui est très intelligent, qui permet, si vous voulez, de répartir la charge sur tous les retraités, les pré-retraités, qui permet de calculer la contribution exacte de chacun à travers ses cotisations de vie active au système de retraite, et qui permet aussi de faire varier la valeur du point en fonction de la croissance économique. En fonction de la croissance, en fonction de l'espérance de vie. Et la difficulté que j'ai avec ce système qui a été initié en Suède il y a maintenant 20 ans, c'est la suivante. C'est un système qui est en principe auto-équilibrant, c'est le pilotage automatique. Mais quand vous regardez l'arithmétique du système, vous voyez que si on ne travaille pas assez longtemps, c'est-à-dire que si la liberté de partir à l'âge de 62 ans reste, en Suède c'est 61 ans, vous avez, du fait de la réduction de la population active, vous avez une inéluctable réduction de la retraite. Évidemment, évidemment. Et c'est ce qui la variable d'ajustement, c'est la pension qu'on touche. C'est ce qui s'est passé en Suède. Alors, je pense qu'il ne faut pas tout à fait croire que ce qui a marché en Suède, à peu près, marchera automatiquement en France. En Suède, ils sont partis avec une cagnotte de départ qui était à peu près un tiers du PIB. C'est-à-dire que nous, la cagnotte, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Donc, il y avait un système qui permettait de lisser l'entrée dans l'atmosphère. On ne l'a pas. C'est un système qui, en fait, est assez disciplinaire parce que, comme les gens savent que leur retraite va diminuer fortement s'ils partent trop tôt, ils travaillent plus longtemps. En fait, ils travaillent plus longtemps. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, mais alors qu'en Suède, on peut partir à 61 ans, en fait, on part à plus de 65 ans. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'illusion. Il faut se dire qu'en France, le jour où le gouvernement se met dans l'histoire de qu'est-ce qu'on va décider comme valeur de points, qui a une incidence formidable sur la baisse des retraites, si vous voulez, je pense que ça sera un problème politique majeur. Et donc, je préfère à un système intelligent, transparent, autopilotage, je préfère
commencer par ce qu'ont fait tous nos voisins. Les Reculer l'âge de départ légal à la retraite, oui. ce qui n'est pas donc dans le programme pour l'instant, en tout cas, de Emmanuel Macron. Autre lame de fond dont je voulais parler avec vous, Jacques Delarosière, la dette en général, dette publique, notamment la dette en France, qui selon vous est problématique, trop élevée en absolu, trop élevée en relatif par rapport à nos voisins. Il faut la réduire, on le comprend dans votre livre, progressivement. Mais j'ai envie de vous dire, la France, elle emprunte à moins de 1%. Il n'y a pas péril dans la demeure. Pourquoi on s'excite là-dessus? Ça peut durer longtemps comme ça, Oui, mais comme les Japonais. On a en effet, on bénéficie de taux d'intérêt très faibles, et c'est ce qui permet de réduire à relativement peu de choses le service de notre dette. C'est le paradoxe, on a un stock de dette 2 fois plus élevé, mais la charge d'intérêt rapportée au PIB a été divisée par 2, je crois. Mais ces situations ne sont pas destinées à durer éternellement. Et donc, il faut savoir qu'il y a une menace de ce côté-là, du côté du service de la dette. Le service de la dette, aujourd'hui, en France, il est quand même de 45 milliards d'euros. Il représente, si vous voulez, le deuxième budget après l'éducation nationale. C'est pas négligeable. Donc c'est une urgence, et je reviens encore une fois à l'actualité. Chez Emmanuel Macron, dans son programme, il y a un plan d'économie de 60 milliards d'euros pour stabiliser la dette de la France. Le compte n'y est pas, enfin je parle sous votre coupe. Non, je pense que le compte n'y est pas. Et si vous voulez, ma vue est assez simple. La France dépense à peu près aujourd'hui 57% de son PIB, ou 56,8%, enfin, disons 57% de son PIB en dépenses publiques. 5-6 points de PIB de trop, c'est ça En dépenses publiques. Oui, on a un PIB de 1000 milliards. Non, mais par rapport à nos voisins, on a 5 ou 7 points de PIB de plus de dépenses publiques. Oui, en France. Par rapport aux Allemands, c'est plus que ça. Oui, en moyenne en Europe. Mais en moyenne, oui, c'est à peu près ça. C'est 7 ou 8 points de plus que la moyenne européenne. C'est 57%. Et la moyenne européenne est à 49 et nous, on est à 57. Ces 8 points de PIB de plus que nous dépensons. Ce sont les dépenses sociales, c'est les retraites, c'est l'école, c'est la police. Oui, c'est ça, c'est tout ça. Ils sont financés comment? Par l'impôt et par la dette. Oui. Oui, ils sont financés par l'impôt et par la dette, mais quand on prend l'impôt, ce sont effectivement les impôts payés par les entreprises, ce sont les grandes payeuses, et les cotisations sociales en France sont largement payées par les entreprises, c'est-à-dire en fait par le travail. C'est ça qu'on ne dit pas assez. C'est un système très malthusien. Nous avons un système social généreux qui est financé par des cotisations sociales très lourdes sur les entreprises. Si vous prenez ce que payent les entreprises françaises en cotisations sociales et que vous les comparez à leurs voisines européennes, on est champion. Vous avez à peu près 7 points de PIB, c'est toujours les mêmes qui reviennent d'ailleurs, et qui sont une surcharge. Or, ces 7 points de PIB, il faut comprendre qu'ils portent atteinte à la compétitivité des entreprises, et surtout des entreprises qui sont dans le marché le plus compétitif, celui du haut de gamme, le marché où il faut vraiment se défendre. 7 points de surcharge, c'est un boulet qui est malheureusement déterminant. Et donc, si on veut réduire le chômage, ce qui à mon avis est le but premier de tout gouvernement, et en particulier de celui-ci, si on veut réduire le chômage, il faut permettre aux entreprises, parce que ce sont seulement les entreprises qui recrutent, ce n'est pas l'État, il faut permettre aux entreprises de recruter, d'investir. Et si vous avez des charges fixes trop lourdes, du point de vue fiscal et parafiscal, eh bien, vous porter atteinte à cette capacité d'investir et de recruter. Et donc je pense qu'il y a un lien direct, et c'est celui-là que je ne trouve pas suffisamment dans les programmes. Il y a un lien direct entre les 57% de dépenses publiques qui sont excessives de 7 points et le chômage de 11% ou de 10%. Et si vous voulez, au cours du quinquennat, réduire le chômage à un étiage qui serait comparable à celui de nos voisins allemands, il faut permettre aux entreprises de recruter. Et c'est ça que je m'applique à décrire dans ce petit essai, où je montre que ces problèmes ne sont pas nés de la volonté d'économistes, de réduire la dette publique, etc. C'est pas ça. Ce petit livre tente à montrer qu'il y a des lames de fond, c'est-à-dire des évolutions structurelles sous-jacentes très importantes, la démographie, la dette, la financiarisation du système. On va en parler. Et tout ça. Et je pense qu'on attaquera les problèmes. On ne les attaquera pas en disant je vais prendre 10 milliards là, je vais faire 50 milliards ici. C'est pas ça.
Il faut regarder la cohérence de tous ces problèmes et se dire quel est le quantum, quelle est la masse critique de baisse des dépenses de l'État qui me permettrait de déclencher le cercle vertueux. C'est ça qu'il faut se poser. Et je crains qu'avec 3 points de gagné, si vous voulez, sur la dépense publique, on n'ait pas le seuil de déclenchement. Bon, très intéressant. Il y a aussi, on manque de temps, Jacques de la Rosière, mais il y a un chapitre, je vais en parler, ce chapitre qui est sur les banques centrales. En vous lisant, on se dit qu'on a affaire à des pompiers pyromanes, puisqu'elles se retrouvent a posteriori à devoir réparer des crises financières dont elles sont pour partie à l'origine. Alors dans le langage pudique, la pudeur d'un banquier central, on n'ose pas le dire, mais c'est ça. Elles sont pompiers pyromanes, les banques centrales, depuis C'est-à-dire quelques années. dans la période qui a précédé immédiatement la crise de 2007-2008, oui, les banques centrales ont beaucoup facilité, si vous voulez, l'endettement de l'économie. Et l'endettement, à la fois des agents privés et des agents publics, a considérablement augmenté. Et c'est cet endettement excessif qui a créé la crise. Alors, une fois que la crise est née et a ravagé le système financier, avec tout le monde vendant les actifs, les titres au même moment, et donc on avait un danger de saisissement de tout le système. Les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt et ont acheté les titres qui venaient sur le marché et qui ne trouvaient pas acheteurs. Donc elles ont fait quelque chose d'utile et qui a été de résorber, si vous voulez, la crise financière absolue dans laquelle on était en 2008. Mais cette politique a été prolongée par les banques centrales par une politique d'aisance monétaire quantitative qui était destinée à faire en sorte que l'économie reprenne après la crise, que les choses rentrent un peu dans l'ordre. Et ce qui s'est passé, c'est que, à mon sens, je ne dis pas que j'ai raison, mais je développe cette idée depuis maintenant de nombreuses années, je pense que les banquiers centraux ont voulu trop bien faire et ont voulu, en quelque sorte, monétiser le système d'une manière excessive. Et donc, vous avez eu une facilité d'endettement avec des taux zéro qui maintenant pose problème. Parce qu'on n'arrive pas à en sortir. Il y a un moment où il faut sortir de ces politiques d'aisance excessive et on a d'autant plus de mal à en sortir qu'on a habitué le corps social et économique à des taux d'intérêt faibles. C'est un peu le problème de l'addiction. Et donc je pense qu'il faut petit à petit normaliser les politiques monétaires ultra accommodantes par un retour à des taux plus normaux. Cela étant très, je dirais, travaillé du point de vue de la communication, de façon à ce qu'on ne crée pas de désordre sur les marchés. Elles ont retenu les leçons du passé ou pas, les banques centrales, parce qu'elles regardaient pendant très longtemps uniquement la hausse des prix à la consommation. Vous l'expliquez très très bien, ce qui fait qu'elles disaient comme il n'y a pas de hausse de prix, on peut continuer à avoir une politique monétaire accommodante, de continuer à faire du quantitative easing. Et en même temps, il faudrait qu'elles regardent d'autres thermomètres, d'autres boussoles, la valorisation des prix d'actifs. Mais est-ce que, elles sont légitimes à dire, tiens, les actions sont à un niveau trop élevé? Bref, est-ce qu'elles ont retenu les leçons du passé? Je pense que vous venez de le dire d'une manière tout à fait remarquable. Le rôle d'un banquier central, c'est d'assurer la stabilité monétaire, mais aussi la stabilité du système financier. Et on oublie trop cette deuxième considération. Or, la stabilité du système financier, elle peut être mise en péril par un excès de crédit qui se traduit par une montée excessive, si vous voulez, soit des actions, soit des obligations, avec des taux de rémunération extrêmement bas. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la politique monétaire agit encore directement sur ces bulles ou ces excès de valorisation de certains actifs. Et je pense qu'avec le retour à une croissance plus normale, car aujourd'hui, maintenant, l'Europe a regagné un certain terrain de croissance, il faut revenir à des concepts plus classiques. Alors, comme je viens de le dire, il ne faut pas le faire d'une manière brutale. Mais les Américains ont assez bien réussi leur sortie de l'aisance quantitative. Ils ont... Pas sur les taux, sur la partie, oui, sur la partie achat d'actifs. Oui, mais enfin, ils commencent maintenant à relever les taux aussi. Tout doucement, Et oui, mais bon, c'est une sortie qui est assez réussie. Mais je crois que l'erreur qu'on a commise dans les pays européens, c'est de croire que la recette américaine pouvait fonctionner en quelque sorte par décalque en Europe.
En réalité, ce n'est pas vrai, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, ce sont les marchés financiers qui financent l'économie. Alors que nous, ce sont les banques en Europe. Ici, ce sont les banques. Alors, il faut faire très attention, parce que si on baisse trop les taux d'intérêt, on baisse la marge des banques, et donc on rend... C'est contre-productif. Eh oui. Et voilà. Un mot des marchés financiers, de la financiarisation de l'économie. C'est une des lames de fond que vous évoquez dans votre livre. Quand on voit la taille aujourd'hui des flux de capitaux dans le monde, les mouvements qui sont parfois hyper brusques, hyper brutaux, cette violence des marchés, est-ce que les marchés financiers sont devenus trop menaçants aujourd'hui, de par leur poids, hein? Oui, vous pouvez lire le petit chapitre de mon livre qui est consacré à ce sujet. Je pense que depuis la des années 70, le système financier mondial s'est déréglé et a épousé un concept qui me paraît étrange et qui est celui qu'on peut se sortir de toute situation, qu'elle soit conjoncturelle, qu'elle soit structurelle, par de l'argent, par de la dette. C'est une erreur, ça, de penser qu'on résout tous les problèmes de fond avec de l'argent. Je crois que c'est une erreur l'argent des profonde, banques centrales. parce que quand on s'endette et qu'on s'endette de plus en plus, on finit par créer beaucoup de dettes. Et l'endettement, l'expérience le montre, à partir d'un certain pourcentage, si vous voulez, de produit intérieur brut, à partir de 70% à peu près, si vous voulez, l'endettement devient à ce moment-là porteur de menaces et porteur d'inconvénients plus grands que les avantages d'un endettement. Donc la réponse est oui, les marchés financiers aujourd'hui sont devenus trop menaçants. Il y a une forme de dictature des marchés aujourd'hui. Ce sont les marchés financiers qui règlent en effet à la fois le financement de l'économie, le taux de financement de l'économie, et d'une certaine manière influent sur la politique monétaire. Et donc, ils sont en effet très, très prégnants dans le système. Et je montre dans mon petit livre, et dans un petit livre précédent sur les 50 ans de crise que nous venons de traverser. On en avait parlé ensemble. Oui, que quand on avait un système monétaire international avec des taux de change stables, mais ajustables, qui était celui dit de Bretton Woods après la guerre, on avait automatiquement une certaine cohérence et une certaine discipline dans les politiques économiques. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est qu'en fait, le marché mondial, les politiques, elles sont nationales. Et c'est ce hiatus qui pose problème. Et c'est de ce point de vue-là que j'appelle de mes voeux le retour à un système, peut-être pas le système qu'on a vécu dans le passé, mais à un système de plus grande discipline internationale par le système monétaire international. Les États sont trop dépendants de la finance? Je le crois. Quand vous avez des taux d'endettement... La faute à qui qui ont contribué justement à laisser la finance prendre trop de place? C'est la chute du système de Bretton Woods qui a donné naissance à cette pratique de l'endettement continu. À l'époque de 1975, le taux d'endettement moyen des États était de l'ordre de 19 à 20% du PIB. Il est aujourd'hui autour de 100%. Donc c'est une augmentation, c'est pas du nominal ça, c'est du réel. Et je pense qu'augmenter de 5 fois en termes réels l'endettement des agents économiques est quelque chose qui n'a pas semblé poser problème aux dirigeants monétaires de l'époque. Alors qu'il me semble que les effets cumulés de cette facilité d'endettement sont absolument considérables. C'est une des lames de fond. Bon. Et donc, on est en présence de beaucoup de lames de fond. C'est compliqué à gérer, mais il faut se dire une chose, c'est que ce qu'on fait, même si c'est modeste, ce qu'on fait pour essayer de réparer les dégâts, il est très important que ça soit cohérent avec la vue d'ensemble. Bon. D'où l'intérêt du petit bouquin. Exactement, à lire absolument. Dernière question, juste Jacques de la Rosière. Est-ce qu'on est en train, selon vous, c'est vraiment, là on est dans la prédiction, dans la prévision, est-ce qu'on est en train de fabriquer pour le coup la prochaine crise économique financière parce qu'on ne traite pas assez rapidement toutes ces lames de fond? Et deuxième question qui est connexe et qui est liée, c'est compliqué d'y répondre, d'où pourrait venir justement l'étincelle qui mettrait le feu aux poudres? Écoutez, si on continue la politique qui nous a menés à notre taux d'endettement actuel depuis une quarantaine d'années, ça ne pourra pas bien se passer. Ça va finir mal. Ça ne pourra pas bien se passer. Ça finira mal. Et c'est ça finira mal que je crois que nous devons avoir à l'esprit et que nous devons commencer, même marginalement, si vous voulez, au début, à remettre les pendules à l'heure, à dire,
le fait d'augmenter tous les ans la dépense publique, ce que fait la France, tous les ans. On dit qu'on est en état de correction des dépenses publiques. Ce n'est pas vrai. On augmente la dépense publique au cours de chacune des dernières 10 années. C'est vraiment ça la zone de fragilité. Il faut c'est vraiment la maintenant, question de la dette. C'est le 57%. Il faut maintenant commencer à être sérieux et attaquer ce problème de la dépense publique. On a des instruments admirables en France pour faire ça. Il y a la Cour des comptes, il y a l'inspection des finances. Tous les ans, on nous donne des rapports. On les a, les rapports. Hein. Mais oui, c'est des années qu'on les a, les rapports. Après, il faut les appliquer. appliquer. Hein. Mais il faut les appliquer. Et on sait les appliquer. Le courage politique, c'est toujours ce qui manque. On y revient, l'alpha et l'oméga. Merci à vous, Jacques Delarosière, donc, pour ce livre à lire absolument. 150 pages qui se lisent en quelques heures, c'est passionnant. Les lames de fond se rapprochent. Urgence, c'est écrit dessus sur la couverture. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.